McLaren 2023. Eh bien, disons-le clairement, l'optimisme n'est pas au rendez-vous du côté de chez McLaren. Vraiment pire que ça, c'est qu'il y a réellement une inquiétude autour de la structure de McLaren, autour de McLaren de la globalité, mais bien sûr autour de cette MCL 60. Elle est inquiétante, cette MCL 60, elle ne répond pas aux attentes, et même pire, Zak Brown l'a tout simplement dit, que tout simplement les objectifs de développement pour cette MCL 60 n'avaient pas été tout simplement atteints. Voilà, le constat est fait par rapport à McLaren. Il y a beaucoup de choses à voir forcément sur la structure, sur le projet aussi McLaren, où il y a certainement un coup d'arrêt. Mais il y a un nouveau line-up, et un line-up qui est quand même très talentueux. Lando Norris, qui est leader de McLaren, qui porte McLaren à bout de bras depuis maintenant, dans ce qui va entrer dans cette deuxième année en tant que réel leader. L'an dernier, il portait McLaren à bout de bras. Il a quel âge, Lando Norris? 23-24 ans. Aujourd'hui, Lando Norris, il sera aux côtés d'un rookie en Formule 1 qui a fait beaucoup débat l'an dernier, à savoir Oscar Piastri. Un line-up très talentueux dans une structure qui est assez compliquée, Baby Shoom, où la situation elle est inquiétante. Avant de faire un coup d'œil dans le rétro, le constat il est un petit peu amer. On est au sortir des essais hivernaux et les essais hivernaux viennent de se terminer. Là, au moment où on se parle, l'inquiétude est grande. Tout va bien chez McLaren. Ah ouais. Tout va bien, la vie est belle. Il y a une progression chez McLaren. Après, c'est pas forcément dans le sens espéré, mais il y a une progression. Hmm. Il y a une progression énorme, en tout cas, dans la capacité à ne pas savoir réagir comparé à l'année dernière. On va dire que le seul confort qu'ils ont, d'après certains fans, tout ça, c'est que la voiture est belle. Ah bah ça super, Ah elle est ouais. belle, elle brille dans la nuit, elle est magnifique. Voilà, c'est la seule chose de positif qu'on peut dire sur McLaren. Hmm. Clairement, c'est un bordel sans nom, c'est bourré d'inquiétudes, d'incertitudes. On a un Norris qui... On ne sait pas trop ce qu'il va pouvoir apporter à l'écurie cette saison. Pas parce On qu'il a... est, c'est parce qu'il est en plus il est extrêmement talentueux, Lando Norris, mais il est dans une Oui, non, mais situation. pas de souci, mais c'est une Ouais. situation très compliquée pour lui avec sa prolongation de contrat et tout. Donc bon, voilà, c'est pas une situation facile. Et puis on a le petit Oscar à côté qui va débuter en F1 dans une écurie qui n'est pas non plus dans la meilleure des positions et qui n'arrive pas la plus sereine pour entamer ce début de saison. Ouais. Donc ça va être compliqué. Hmm. Vraiment très compliqué. En tout cas, tout n'est pas réuni pour que ça se passe un petit peu mieux que 2022 pour le moment. Ouais. Je lis un petit peu les messages dans le chat. Ricciardo, il a saboté la voiture. Ricciardo, il est arrivé, il a pris 18 millions, il est arrivé chez McLaren, il est reparti avec 18 millions de plus dans sa poche. Évidemment qu'il est très content, hein, vous inquiétez pas. Ah Hein. bah oui. P12, P16 pour le premier Grand Prix. Aïe aïe aïe, Lendo va pas être content. Mais il y a une question notamment que j'ai notée par rapport à tout ça. Il y a plein de questions qu'on va se poser ce soir sur la voiture, sur la structure, sur le projet McLaren. Parce que réellement, c'est une prévue 2023. Mais cette prévue 2023 va impliquer des questions autour du projet de McLaren. Mais l'une des questions aussi que l'on va se poser ce soir, c'est Lando Norris. Pas-t-il manqué de patience, Lando Norris? Parce que réellement, il a un contrat jusqu'à quand? 2026 ou 2028? 2026, il me semble. 2026, Lando Norris. Nous sommes en 2023. Le projet est en, semble-t-il, coup d'arrêt quand même, on va pas se le cacher, mais dans la globalité, quand on fait le coup dans le rétro, oui, il y a cette... T'as vu Lendo? Non, mais je pense qu'il doit pas être content. Je veux dire, quand tu regardes un petit peu les saisons précédentes de McLaren, il y avait une réelle pente ascendante. Il a frappé dans un mur. Qu'est-ce qu'il y a, Hicham? Il a frappé dans un mur, Lando Norris? Ah, c'était lui le mécano en 2008 chez Ferrari? Non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a alors, Hicham qui nous dit dans le chat, Lando il fait des doigts. Oui, déjà, je pense qu'il doit être il doit être un peu frustré. Mais selon Will Buxton, Lando Norris aurait frappé dans un mur. J'imagine par rapport à la frustration de cette voiture, parce que bon, Lando il fait des doigts canal déjà, donc bon, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Mais allez, la frustration doit être très présente pour McLaren dans la globalité. Quand tu fais un coup d'œil dans le rétro, ne serait-ce que sur les stats au niveau des saisons précédentes, 9ème en 2017, il y a eu une... Sur Discord, il y a la vidéo. Attends, ok, donne la parole à Baby Chaume par rapport à tout ça. Oula, priorité au direct. Oui, non mais je donne la parole puis je trouve tout ça. Mais Ouais. c'est vrai que 9ème en 2017, il y a une progression ensuite qui est arrivée jusqu'à être la quatrième force du plateau, voire la troisième ou quatrième, troisième force du plateau en 2020, la quatrième en 2021 et la cinquième en 2022. Mais dans la globalité, il y avait quand même une progression. Mais surtout qu'on l'avait vu, c'était même plus... À ce niveau-là, en fait, là où était McLaren, c'était même plus une progression, c'était une renaissance. Clairement, ils étaient tombés tellement bas que c'était impossible d'être plus bas que ça. Et ils ont réussi, voilà, avec le temps, à avoir une progression linéaire. Vraiment,
tranquille, on y va saison par saison, ça progresse, ça va de mieux en mieux, et la confiance vient avec. Et on se disait jusqu'à où McLaren peut s'arrêter. On a limite parlé à un moment d'un duel Ferrari-McLaren pour le titre. C'est l'an dernier. Voilà, Souvenez-vous que non, mais l'an dernier, pour être très honnête, une preview collée de Ferrari et McLaren, en se disant, putain, McLaren cette année, ça peut être intéressant. Finalement, non, ça l'a pas été. Mais voilà, pour vous dire à quel point on était très confiant par rapport à McLaren, par rapport à 2022. Parce que c'est vrai, Baby Chum, que la saison 2022 de McLaren, elle était peut-être pleine d'espoir. Surtout que c'était un objectif très précis du projet de reconstruction de McLaren pour entrer dans cette nouvelle ère de la meilleure des manières. Raté. bah c'est ça. C'est surtout que oui, c'est le début 2022 est pas top. Avec ses problèmes de frein récurrents comme pas possible. Et puis tu cumules à ça le fait d'avoir un Ricciardo qui n'est pas dans le coup, qui est très très loin des points Ouais. la plupart du temps. Donc forcément, tu te bats à 2v1 contre ton concurrent direct qui est Alpine à ce moment-là. Bah, c'est compliqué de faire quelque chose de bien, c'est compliqué d'être confiant dans le développement de ta voiture, de l'orientation que tu veux prendre. Donc forcément, la saison 2022 a marqué un coup d'arrêt. Et là, sur 2023, on est sur de la bonne régression en tout cas. Ouais. Et tu pars pas optimiste pour eux cette saison. J'ai entendu dire que les premières évolutions de cette voiture n'arriveraient pas avant Bakou. Ce qui est loin, hein. Très très loin. C'est loin Bakou, et donc du coup ça voudra dire que les pilotes et le staff va devoir prendre son mal en patience. Et ça peut être déjà des gros points de perdu d'entrée dans la saison. Donc ce qu'il faut, c'est de la réaction immédiate. Ouais. Et ce qui en plus va rajouter une pression supplémentaire aussi à Lando Norris. Donc c'est vraiment pas une saison idéale, elle est plus compliquée, beaucoup plus compliquée que l'entame de 2022, ça c'est clair et net. C'est vrai. On regardait un petit peu le coup d'œil dans le rétro. Justement, McLaren en 2017, c'est 9e. 2018, c'est 6e. 2019, c'est 4e. 2020, c'est 3e. 2021, c'est 4e avant de redescendre à la 5e place du plateau en 2022. McLaren, il n'y a que dans les modes My Team que ça joue le titre. Oui, effectivement, Frédérico, c'est plutôt bien résumé. McLaren attend 2026 maintenant. Oui, mais alors McLaren attend 2026, on va être très honnête que si McLaren attend 2026, McLaren n'existera plus. Surtout si McLaren attend comme ça jusqu'en 2026, il n'y a plus personne. Oui. Je pense que tout le monde quitte le navire. Ouais. Parce que McLaren aussi, il y a des pépins financiers d'une certaine manière, et c'est en ça justement on l'explique aussi. Si on se fie aux données de F1 Data Analysis sur Twitter, McLaren c'est P5, P6, pas mieux. Je comprends effectivement par les estimations qui sont faites, notamment aussi par rapport aux discussions qu'on peut avoir avec les ingénieurs. Mais la situation, c'est qu'économiquement parlant, c'est très très compliqué. Le coup d'œil dans le rétro, il est fait aussi pour comprendre la situation de McLaren. De mémoire, je crois que Zak Brown avait repris McLaren à partir de 2017. Il est devenu du moins patron de McLaren à partir de 2017. Et il y avait énormément d'espoir justement pour Zak Brown, qui avait justement fait en sorte, quand il est arrivé 2016, il est arrivé en cours 2016 d'ailleurs, Zak Brown, et il avait viré justement Joss Capito qui venait d'arriver d'ailleurs à la tête de McLaren. Il avait pris McLaren justement, Zak Brown, en ayant cette idée de lui redonner un esprit nouveau, notamment en donnant une image de McLaren moins austère. Bah c'est ça, le post Ron Dennis, forcément, il fallait enlever cette image et repartir sur une nouvelle image plus joviale, plus optimiste. Et plus attractive surtout. Plus attractive, exactement, et ça a marché. La finalité de la chose, c'est que oui, ça a marché. Tout en étant de plus en plus performant de saison après saison, on voyait forcément que l'écurie tournait mieux. Ouais. Et allait mieux, et que même l'image et la réputation de McLaren allaient aussi un petit peu mieux. On avait plus cette image vraiment, oui, très fermée, très tueuse que Ron Dennis pouvait montrer. Donc c'était l'objectif atteint, en tout cas à ce niveau-là, par Zak Brown. Bien sûr. Mais là, on est un petit peu dans une écurie qui se prend un petit peu les pieds dans le tapis. Peut-être qu'ils s'attendaient pas forcément à un revers en 2022 comme celui-ci, et qui a peut-être été pris de court pour 2023, je sais pas, mais il faut vite réagir. Ouais, l'argent mis dans le contrat de pilote, c'est n'importe quoi, à part aussi de la part de Zak Brown. Je n'ai pas encore vu l'épisode autour de Ricciardo, autour de McLaren dans Drive to Survive, mais ça m'intéresserait réellement de le voir. C'est celui que j'attends le plus à l'heure actuelle pour comprendre un peu les coulisses de ce qui s'est passé en interne. Même si des informations qu'on avait eues à l'époque, on avait compris réellement que McLaren avait fait un petit couteau dans le dos, avait mis un gros couteau dans le dos d'ailleurs
de Daniel Ricciardo. Il avait repris effectivement Zak Brown la tête de McLaren en 2016 en devenant PDG justement par rapport pour insuffler un renouveau. Il avait mis à la porte tous ceux qui étaient de l'ancienne école de McLaren précédemment, notamment en disant il y avait beaucoup trop de chefs dans la cuisine et ça causait un manque de concentration et de direction. Et c'est pour ça que notamment il est devenu seul PDG pour prendre les directions de McLaren Racing dans la globalité. Mais il avait nommé Andreas Seidel et James Kay comme team principal et directeur technique, et c'est un coup de maître justement à l'époque de prendre Andreas Seidel. Pourquoi? Parce que c'est l'école Porsche 911, c'est de la rigueur. Il avait remporté les 24 heures du Mans 3 années consécutives quand même, Andreas Seidel, de 2015 à 2017 avec Porsche, et puis il était notamment d'ailleurs déjà impliqué en Formule 1 en étant du côté de chez BMW Sauber, où il était impliqué en tant que responsable des opérations en piste, une écurie qui sera d'ailleurs devenue vainqueur de Grand Prix grâce à Robert Kubica. Il y avait des éléments qui montraient justement que Zak Brown avait mis les bonnes personnes aux bons endroits pour reconstruire McLaren, comme étant Andreas Seidel, qui est un parfait joueur d'échecs, comme décrivait l'ancien patron l'ancien vice-président de Porsche Baby Show. Bah bien sûr, c'est un peu à l'image de ce qu'on disait hier avec Aston Martin, c'est que quand tu recrutes intelligemment avec des personnes clés, que tu les mets au bon poste, ouais. Bah forcément ça marche. Ça marche même plutôt bien, ça a plutôt très bien marché jusque-là avec McLaren. Il a su s'entourer avec Seidel et Kay qui ont fait du très très bon travail. Ça là-dessus c'est indéniable. S'il n'y a pas... La piste dit beaucoup, évidemment, ouais. Les performances à l'arrivée, c'est vraiment ce qu'on va regarder le plus. Mais il y a aussi dans le garage et à l'usine, il faut placer ses pions de la meilleure manière possible. Exactement. Et après, on était un petit peu aux prémices à ce moment-là de cette reconstruction de McLaren. Et on y croyait. Et on y croyait. Et très sincèrement, j'y crois moins maintenant aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe et de la manière dont ça se passe. Quand tu vois la frustration de Lando Norris, Oscar Piastri, c'est sa première saison en Formule 1. Je ne saurais pas dire réellement quel est son état d'esprit avant de commencer cette saison. Mais quand tu es chez McLaren, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que quand tu es chez McLaren et que tu débutes ta carrière peut-être ne serait-ce que chez McLaren, c'est différent quand tu te dis que tu vas débuter ta carrière chez Williams, où tu sais que tu vas être dans une écurie, où tu vas galérer, mais tu vas apprendre. Là, tu débutes ta carrière chez McLaren et tu as quand même le sentiment, mince, je suis chez McLaren. Je suis quand même là je suis quand même dans une écurie historique qui a un projet et qui se veut retrouver les devants de la scène. C'est surtout que c'est une écurie un petit peu McLaren, si tu veux. Bon, évidemment, moins ces dernières années, un petit peu à l'image de Ferrari, mais c'est des écuries, si tu veux, qui, normalement, quand tu penses McLaren en F1, tu te dis c'est une écurie qui doit jouer le titre chaque année. Tu te dis que c'est pas possible que ça joue autrement. Et pourtant, forcément, la réalité de ces dernières années, oui, c'est le fait que ça joue pas titre, ça. Évidemment, mais ça a quand même une certaine performance, ça peut te sortir des gros résultats. Il a fait les podiums, Lando Norris. Donc, c'est-à-dire que cette voiture, il y avait quand même énormément d'espoir en cette écurie de se dire, il y a toujours moyen de faire mieux. Il y a vraiment toujours moyen de faire mieux. Et c'est surtout, comme je te disais, en fait, c'était structuré, on avait un objectif, c'était de progresser. Ils l'ont eu. Sauf que moi, j'ai l'impression quand même depuis l'année dernière, cette écurie, elle se prend, comme je disais, un petit peu les pieds dans le tapis, un peu à tous les niveaux. En fait, on ne sait plus trop où est-ce que ça veut aller. Ça fait n'importe quoi, on va dire, entre l'écurie McLaren F1, avec Shadow, avec plein de trucs, avec Arrow notamment. Enfin, voilà, dans toutes les... il a pas cité la Formule I, il a pas cité la Formule I, merci beaucoup. Et en Formule I. Non, mais tu vas se dire. Tu me diras, ça fait des doubles DNF en Formule I, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, t'as Zak Brown au-dessus de tout ça, et puis limite il sait plus trop aller, il sait plus trop quoi faire. Et t'ajoutes à ça aussi les suspicions de revente ou de rachat de l'écurie avec. On a vendu Woking, quoi. Ils sont plus propriétaires. Donc tu te dis que la situation en fait, elle est super bizarre dans cette écurie et que. Ils savent même plus où est-ce qu'ils en sont eux-mêmes. C'est inquiétant en fait. C'est inquiétant parce que tu ne peux pas être serein ensuite sur une saison comme ça en F1, c'est pas possible. T'as bien que dit Norris, il voit les trophées seulement au musée de l'écurie. Surtout que tu étais chez Alpine pour parler de Piastri et ça va finir peut-être loin
derrière, Alpine va terminer loin devant McLaren, nous dit Frédérico dans le chat. McLaren, c'est une histoire qui arrête avec l'arrivée du Orange. Je ne pense pas, je dirais pas ça non plus, parce qu'il y a quand même de belles choses qui sont arrivées quand le Orange était de retour sur la monoplace. Leurs voitures, en plus de ça, qui ne sont pas une grande réussite. C'est vrai que les voitures de route ne sont pas une grande réussite du côté de chez McLaren à l'heure actuelle. Ah, mais McLaren, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est qu'ils te vendent un modèle, ils t'en font 50 000 déclinaisons, tout ça pour en vendre 3-4 à chaque fois, même pas. Enfin, c'est une catastrophe, McLaren. Ouais. Sur la route, c'est n'importe quoi. Ouais, son équipe de direction était composée, je relis un petit peu les notes que j'avais fait de l'époque, composée de James Kay, d'Andrea Stella en tant que directeur de course, de Pierce Tiern en tant que directeur de production, de Paul James en tant que team manager. En parlant d'Andrea Seidel, c'est de la positivité dans le travail pour justement créer de la solidarité pour avancer. Ça s'est traduit justement dans les débuts du retour de McLaren sur le devant de la scène de reconstruction. Il y avait tout qui semblait que justement McLaren allait redevenir un top team. Aujourd'hui, McLaren est-il un top team? Ah non. Ah non. Et pourtant, ils ont les structures pour être un top team. Ah oui. Oui, mais non, en fait, finalement. Ils ont l'envie, mais ils ne le sont clairement pas. Hmm. Ils ne le sont clairement pas, et c'est pas avec ce genre de performance et de vision, en tout cas, que tu vas pouvoir le redevenir. Ça, c'est clair qu'il va falloir un changement sur le long terme pour potentiellement le redevenir. Mais là, actuellement, non. C'est une écurie de midfield, du top midfield, mais c'est tout. Pas plus. C'est pas un top team. Ouais. Ouais, effectivement. Effectivement. Et par rapport à tout ça, on a fait le coup d'œil dans le rétro. Il est temps de parler du présent. Avant de parler de la voiture, parlons de ce qui se passe actuellement du côté de chez McLaren. Et du côté de chez McLaren, il y a eu beaucoup de changements. On parlait d'Andreas Seidel. Andreas Seidel est parti. Andreas Seidel, comme je vous l'ai expliqué juste avant, et qu'on comprend un petit peu ce qu'il faisait du côté de chez McLaren, c'était celui qui construisait cette reconstruction, qui posait les fondations pour la reconstruction de McLaren. Cet homme est parti au profit d'Alfa Romeo, donc Sauber, donc le projet Audi. Et en fait, tu comprends qu'il voulait se barrer, et ça a été indiqué qu'il voulait se barrer déjà, c'était prévu qu'il se barre, déjà, en fait, Andreas Seidel. Mais en fait, ce que ça indique réellement, c'est que finalement, le projet McLaren, peut-être qu'il a senti les limites finalement de la reconstruction, que ce n'était pas assez pour pouvoir manier tout dans la reconstruction pour que ça soit fructifié. Et que là, aujourd'hui, Andreas Seidel est parti, et je me pose réellement la question, c'est comment McLaren va se débrouiller sans sa pièce maîtresse aujourd'hui. Ah bah ça, c'est une excellente question. Parce que déjà, il va falloir gérer l'humain chaque week-end, gérer la frustration permanente de ce début de saison, qui risque de ne pas être simple. Seidel, à mon avis, oui, a senti le vent tourner, a senti que le projet allait stagner ou que peut-être qu'il avait atteint ses limites. Il sentait aussi peut-être que l'atmosphère au sein de McLaren avait changé, n'était plus la même qu'à son arrivée. Et il s'est dit, voilà, dès qu'il y a eu l'opportunité d'aller chez Sauber, ben, on fonce, on y va et on s'extirpe de cette condition qui sentait qu'elle allait être de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile à gérer, en tout cas en interne. Donc bah, forcément, il prend le premier bateau, il s'en va, et là-dessus on peut pas lui en vouloir, en tout cas quand on voit l'état de McLaren. Aujourd'hui, oui. Une semaine avant le début de la saison, c'est sûr. Ouais. Maintenant, est-ce que Stella arrivera à faire mieux, ou en tout cas à essayer de canaliser le mieux possible les personnes dans dans un optimisme, dans une tempête pareille, c'est pas gagné. Ouais, c'est pas gagné. Les années Alonso, je pensais que c'était les pires, mais peut-être pas du finalement. Alors, les années Alonso, c'était quelque chose aussi. Je pense que c'est... on aura... Oui, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là quand même, mais la situation... En fait, c'est qu'on a quand même le sentiment que c'est pas loin de revenir dans les années Alonso, en fait. À un certain stade. Si ça continue comme ça, c'est clair que dans 2 ans, oui, c'est clair et net qu'on retourne dans la situation Alonso. Il n'est pas trop tard pour réagir, mais il faut le faire très vite. Parce que s'il n'y a pas de réaction et qu'on est sans solution, ouais, ça va être de plus en plus compliqué de revenir au top. Ouais. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tu parlais de la condition par rapport à tout ça, et moi je comprends pas comment McLaren, une équipe comme ça, grande comme elle est, arrive à pondre une voiture de ce niveau, voire pire que Williams et Haas.
Moi, il y a une déclaration qu'on vous a mis du côté de chez Off-Track, et ça référence effectivement ce que vient de dire effectivement Jérém. C'est une déclaration qu'on vous a mis ce matin, au moment où on tourne, on est en live, nous sommes le 25 du coup février, ça veut dire un jour, enfin nous sommes pile le jour de la fin des essais hivernaux, et on vous a mis ça ce matin comme déclaration qui prouve justement qu'aujourd'hui, McLaren est dans une situation terrible. C'est Zak Brown qui explique tout simplement par rapport à CMCL 60, avant du coup le début de la saison. Nous savons que nous n'avons pas atteint certains objectifs de développement que nous avons fixés, et nous pensions qu'il valait mieux être honnête par rapport à ce sujet. Comme tout le monde, beaucoup de développement est à venir, nous sommes donc encouragés par ce qui se dessine. Mais je pense que nous allons aborder la première course en dehors de nos objectifs initiaux, mais il est difficile de vraiment savoir où nous serons sur la grille, c'est ce qu'explique Zak Brown, qui est le PDG de McLaren Racing. C'est que, en fait, je me pose réellement la question, c'est est-ce qu'on est réellement aujourd'hui dans un coup d'arrêt pour McLaren? Le coup d'arrêt du projet. Bah, on est dans un coup d'arrêt, parce que l'objectif d'un projet, comme il était à la base, c'était forcément de retrouver des bonnes performances pour jouer les victoires, pour jouer les podiums, pour jouer peut-être potentiellement un titre. Ça marchait bien, donc tout le monde avait cet objectif clair et une ligne directrice. Donc tu mets tout en œuvre pour que ta voiture fonctionne. Elle fonctionne, tu marques des points, tu montes au classement, c'est super, c'est génial. Là, il y a un flou et il y a une fébrilité qui est visible. Clairement, au vu de ces déclarations, au vu de ce qu'on a vu aussi en piste, et on a l'impression qu'en fait qu'on les trouve sans solution. En fait, ils sont limite démunis face à la situation, ils ne savent pas comment réagir. Donc ouais, ça traduit clairement un coup d'arrêt pour McLaren. Ouais, et ça notamment ça le dit effectivement aussi dans le chat, ça partage aussi cet avis, notamment Gatsu qui dit salut Gatsu, j'espère que tu vas bien. Est-ce que Piastri pourra avoir une carrière à la Vandoorne, notamment nous demande Hugre dans le chat, on va y venir, ne t'inquiète pas à cette question. Yo, comment ça va ici? Ça fait longtemps que j'ai pas pu venir, ça fait plaisir d'être de retour, merci beaucoup Lucascade, merci beaucoup d'être présent. Il y a leur usine qui arrive bientôt là, non, il y a aussi leur usine, leur usine qui arrive bientôt. La soufflerie arrivera en 2025, déjà c'est quelque chose d'énorme. Déjà c'est dans longtemps, et est-ce que Lando Norris aura la patience? Ça aussi c'est une grande question. Et un Lando Norris frustré, qui va forcément commencer à en avoir marre, aussi par rapport à cette situation. Il y a un coup d'arrêt par rapport au projet de reconstruction, oui, moi je le pense très sincèrement. En fait c'est... Quand tu vois réellement le projet de McLaren, par rapport à où il avait commencé en 2016-2017 dans ce projet de reconstruction, et que tu vois là on en est aujourd'hui, c'est extrêmement problématique. Regardez McLaren, McLaren lors des essais hivernaux, c'est on travaille pour régler des problèmes qu'on aurait dû régler avant. C'est on travaille à bout de scotch, littéralement, lors du dernier jour des essais hivernaux. Quel message tu renvoies? Plus Zak Brown qui dit nous savons que nous n'avons pas atteint certains objectifs de développement que nous étions fixés. Mais attendez, vous êtes McLaren. Enfin, je veux dire, vous êtes pas, sans manquer de respect à Williams, mais vous n'êtes pas Williams, vous n'êtes pas la pire écurie du plateau, vous n'êtes pas Haas, vous êtes McLaren. J'ai l'impression que McLaren, là, dans la manière du moins de ce que ça dégage McLaren, c'est que ça devient une équipe d'arrière du midfield. Et ça se comporte comme une équipe derrière du midfield. Mais en fait, c'est pas ce que je dis pas que c'est ça, mais ça transpire ça. Et c'est problématique. Quand tu es McLaren, quand tu es une écurie qui est 8 fois champion du monde, je crois, dans son histoire, McLaren dans la globalité, mais quand même, enfin, il y a une grosse problématique par rapport à ça. Et ce que ça transpire, c'est extrêmement dommageable, surtout quand tu abordes une saison qui est extrêmement cruciale pour l'avenir de ton écurie, l'avenir de ta structure, surtout, qui est McLaren, Baby Chum. Mais totalement. Tu prenais l'exemple de Williams, mais tu prends cette déclaration de Zak Brown, tu la mets chez Williams ou chez Haas? Moi, c'est pareil, hein. Non, mais je veux dire, ça surprend personne. Ouais. En soi, si c'est Gunther ou James Wolfe qui dit ça, c'est pas. Ouais. Enfin voilà, tu fais bah ok, c'est dommage, mais ouais, vous êtes là, bon bah ok, c'est pas choquant. Quand tu vois ce que McLaren vise comme objectif et ce qui se passe réellement, bah ouais, t'as de quoi être déçu, t'as de quoi être surpris de se dire qu'avec tant de moyens, tu n'es pas capable de corriger les problèmes que tu as eu tout au long de la saison passée. C'est-à-dire que là, on était encore sur des problèmes de frein, au bout de scotch. Non mais vraiment. Allô? En fait, c'est ça, oui.
C'est Pas de que, problème. en fait, c'est ça, c'est que quand tu es McLaren, que tu as une écurie qui a tellement d'histoire en Formule 1 et qu'en 2023 tu as les mêmes problèmes que lors des essais hivernaux de 2022 et que tu règles tes problèmes de frein à bout de scotch et des problèmes de déflecteur à bout de scotch sur le dernier jour des essais hivernaux, évidemment, ce que ça transpire, c'est très loin d'être positif. Très très loin d'être positif. Et encore une fois, je le répète, mais quand t'as Zak Brown qui te sort, nous savons que nous n'avons pas atteint certains objectifs de développement que nous avions fixés et nous pensions qu'il valait mieux être honnête à ce sujet. Quand Andrea Stella, qui est le nouveau team principal de McLaren, dit avant même un mois avant le début de la saison, on sait que notre début de 2023 va être encore une fois extrêmement compliqué, mais on s'attendait pas à ce point-là quand même, on va pas se le cacher parce que c'est McLaren. Bah oui, t'as une forte déception, et quand si t'es fan de McLaren, t'as envie de te dire, mais qu'est-ce qu'on va faire encore là en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'est pas réellement dans un coup d'arrêt du projet McLaren depuis maintenant 2 ans, après ce qui s'est passé l'an dernier avec Ricciardo? Là aujourd'hui maintenant, la performance de la monoplace semble être réellement très très inquiétante. La situation de McLaren, oui, elle est inquiétante quand tu la regardes de ce point de vue-là. Et c'est top combien sur 10 la McLaren? Oh, on va y venir. On va y venir, t'inquiète pas, mais les pauvres McLaren depuis 2020, ils progressent pas et régressent à chaque... Là, ça régresse surtout. Là, le problème, c'est que ça régresse. Bah, le problème, c'est que ça régresse, et c'est surtout qu'en fait, une structure comme McLaren ne doit pas faire ça. Ne doit pas faire ça, mais après, tu sais, enfin, tout optime, c'est... je sais de quoi je parle, hein. Mais Ferrari s'est déjà planté, et pourtant, c'est l'écurie la plus titrée, et pourtant, techniquement, ça doit jouer chaque année le titre. Ouais, ça a pondu des daubes interstellaires, voilà, bref. Ouais, ça arrive de se planter. Mais en fait, quand tu es dans un processus de révolution, parce que c'est clairement une révolution après l'après Ron Dennis, on va dire, c'est une révolution, ça partait tellement bien que, en fait, dans ce genre de processus qui met du temps, quand tu te plantes sur une saison, en fait, le but de la saison d'après, c'est que, ok, si t'arrives pas à progresser, limite au moins la casse. Ouais. Ne perds pas trop en performance. Essaye au moins de garder ce que tu as à peu près fait de bien ou de pas trop mal la saison passée. Et là, c'est pas le cas. On perd encore, j'ai l'impression, en tout cas, c'est l'avis qu'on a globalement de McLaren. Bah, on refait encore un pas en arrière. Et ça, c'est problématique. Ouais. Ça, c'est clairement problématique. Avec la montée d'Aston Martin, si l'Alpine performe comme l'année dernière, peut-être que McLaren, 6ème place qui se dessine pour McLaren. Il y a surtout une chose qui est assez intéressante, c'est que la situation est aussi du fait que quand tu regardes les autres, quand tu regardes Aston Martin, quand tu regardes Alpine a prouvé l'an dernier, et c'était l'une de leurs grandes forces, c'est qu'ils savaient développer et de manière sereine, de manière saine, pour voir leur A522 de l'an dernier s'améliorer d'une manière remarquable. C'était agressif dans le développement. McLaren, ça fait des erreurs dans le développement. Et la situation n'était pas pire que cette année. Donc là, cette année, McLaren, ça n'arrivera pas avant Bakou, qui est le 7ème Grand Prix de la saison, je crois, c'est ça? Non, c'est le 5ème, je crois. C'est le 5ème? Pardon, toi. 5ème? 5, ça fait beaucoup quand même, hein, déjà, on me dirait. Ah bah, c'est pas mal. Ça fait pas mal, alors qu'Alpine, c'était tous les Grands Prix. Bon, déjà, Alpine, vous voyez, imaginez-vous déjà peut-être devant McLaren. Mais Aston Martin, tu sais que la base de la voiture d'Aston Martin a l'air très bonne. Très bonne. Et que maintenant, Aston Martin, j'ose penser que maintenant, ils vont réussir, au vu de tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ils vont savoir développer la monoplace. J'ai très peur pour McLaren par rapport à tout ça. Par rapport aux principaux adversaires de McLaren. T'as une situation en fait d'impuissance. Où tu te dis que bah ouais, tes concurrents directs, enfin, en tout cas ton concurrent direct de la saison passée et tes poursuivants en fait, eux ont fait un step-up ou en tout cas n'ont pas fait de vague. Dans le cas Alpine n'a pas fait de vague. Par contre Aston Martin a beaucoup surpris dans le bon sens. Et toi bah t'es là dans ton garage à aussi faire comme toutes les autres écuries, à analyser ce que font les autres. Ouais. Tu vois que tout le monde progresse, sauf toi. Il y a une énorme frustration pour les principaux acteurs, forcément. Et en fait, c'est ça, c'est que je n'ose imaginer la frustration que doit ressentir Lando Norris, très sincèrement, autour de McLaren. Quand tu abordes cette saison 2023, que tu sais que tu as signé un contrat qui est pluriannuel pour Lando Norris, 2024 de mémoire, non 2026 pardon pour Lando Norris. Il est signé jusqu'en 2026, contrat extrêmement long, pluriannuel pour Lando Norris. Et que tu vois la situation où tu en es aujourd'hui en 2023. Avant même le début de la saison, Lando Norris a une frustration qui est énorme. Énorme. Les trophées, il devait en gagner depuis aller au moins 2 ans, Lando Norris.
Des trophées, même un trophée d'une victoire. Alors certes, il y a eu 2021 où il s'est loupé, mais quand tu regardes le projet de McLaren, normalement en 2023, ça devait peut-être aller chercher certaines victoires quand tu regardes quand tu regardes le projet de McLaren. La frustration que doit ressentir Lando Norris, elle doit être mais terrible. Terrible quand tu vois que la MCL 60 a tellement de problèmes, a l'air d'être mal née, des problèmes de conception, et surtout quand tu vois que sur le dernier jour des essais hivernaux, j'insiste là-dessus, ça met des bouts de scotch, ça met des bouts de scotch sur une monoplace, sur une McLaren, pour le dernier jour des essais hivernaux. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ça? Bah, Mais... tu veux qu'on se rende compte un petit peu Vas-y. de la galère dans laquelle ils sont? Bah, je sais pas si tu veux mettre du coup le passage de Norris, Deux. si tu l'as ou pas. Je peux pas, parce que sinon j'ai des droits d'auteur sur YouTube, je suis dans la merde. Ah, c'est. Ok. Bah j'ai pas la vidéo, il tape, hein, de toute façon. Mais c'est juste le passage Ah. où... Et voilà, Ouais. justement, quand on voit qu'on a l'info justement que bah, Norris a pété son Non câble, mais oui. Non mais... ça trahit quelque chose de fort aussi. Ouais. Et je sais plus, je sais plus quel pilote avait dit ça. Je sais plus si c'était Jenson Button ou pas, mais au moment en fait du jour de la prolongation de contrat de Norris sur du long terme, parce que c'est il y a déjà 2 saisons, je crois, qu'il prolongeait Oui, jusqu'en on s'était 2026. posé la question par rapport à ça, bien sûr. Voilà, il avait émis quelques doutes justement à se dire, bah Lando, en fait, est-ce que tu es sûr de ton choix en étant chez McLaren de prolonger aussi longtemps? Parce que la position en fait de Lando Norris, elle est différente de celle de Max Verstappen. Red Bull, c'est un top team. Ouais. Red Bull, ça sera au pire top 3 à chaque fois, tu vois. Donc tu sais que tu auras quand même des performances, donc tu peux te permettre de rester un peu plus longtemps. McLaren, comme je l'ai dit, c'est plus un top team. Donc ça peut progresser sur une saison, bah, comme ça peut faire 3 pas en arrière, comme cette saison-là. Ouais. Et Norris est là depuis 2018, et je pense qu'il commence déjà à ronger son frein et de se dire qu'il bah, perd patience tout simplement. Ouais. Et le fait de se retrouver dans une saison encore en galère, encore sans victoire, ah bah oui, faut se mettre à sa place 2 secondes. Je pense que ouais, on aurait tous cassé quelque chose à mon avis dans le garage, Ouais. parce que c'est une situation qui est vraiment pas facile. Après, oui, je voyais dans le chat évidemment qu'il y a des clauses dans les contrats, il y a Oui. plein de lignes. Maintenant, c'est pas nous qui l'avons signé, on l'a pas lu, donc forcément, on ne sait pas quelles sont les clauses. Mais imaginons qu'il soit vraiment verrouillé jusqu'en 2026. Courage, Lando. Courage. Ouais, et je l'avais bien notamment par rapport à ça. Merci beaucoup Furesson, tiens, Furesson, Gotensak, Erkalti. J'espère que Ah bah tu voilà. vas bien, j'espère que tu vas bien Furesson. 7ème mois au total pour Furesson. Merci beaucoup pour l'exclamation sub les amis, pour devenir un exemple pour la communauté, tout comme l'est notre Furesson national. J'espère que tu vas bien Furesson. Tu parlais de pilotes, la gestion aussi de McLaren dans la globalité au niveau des pilotes. Ricciardo. Ah bah. Ricciardo aussi, parce que ça aussi ça fait un trou dans le budget, on va pas se le cacher. Hein. Asco, le beau, merci beaucoup pour ton prime, merci beaucoup de soutenir la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, pour ton premier prime d'ailleurs sur cette chaîne, pour exclamation sub les amis, pour devenir un exemple pour la communauté, pardon, comme l'est désormais Asco les beaux, merci beaucoup, peut-être gros exemple, ouais. Bonsoir RM, bonsoir Foresson le plus beau. Ah mais c'est bon, elle voulait pas prendre une chambre, ça va les deux là. Bon, on revient surtout aux pilotes, La gestion aussi, parce qu'il faut le savoir que McLaren est dans une position financièrement parlant assez délicate, pour ne pas dire problématique. Et c'est pour ça que dernièrement, Audi est venu voir McLaren pour proposer un rachat, ce qu'ils ont fait désormais du côté de chez Sauber. Porsche, possiblement, va peut-être aller toquer à la porte du côté de chez McLaren prochainement pour rentrer en Formule 1 en 2026. Mais il y a cet aspect que, financièrement parlant, il y a un truc qui a fait très mal, c'est Daniel Ricciardo. La gestion du cas de Daniel Ricciardo Babychoum. Là aussi, c'est un cas qui est extrêmement important de noter parce que Daniel Ricciardo a été un cas qui a été dommageable pour l'image de McLaren, disons-le clairement, parce que Ricciardo est arrivé comme en partance de Renault pour arriver du côté de chez McLaren, comme étant un pilote d'expérience qui pourrait monter le projet McLaren. Finalement, ça a été la collaboration, je dis bien la collaboration, a été aussi un coup d'arrêt pour McLaren et qui fait mal pour 2023. Ah bah oui, ça a été un fiasco total. On a mis énormément de moyens pour Daniel. Daniel n'a pas su rendre ça en retour. C'est dommage, du coup, bah, suite à ça, il a été mis de côté au profit de Lando Norris où on misait tout sur lui, sauf que le gros chèque, bah, c'est Ricciardo qui le chopait à la fin de l'année. Donc évidemment que la gestion n'a pas été simple. La façon de faire, en tout cas de mettre de côté non plus, n'a pas été super clean pour une écurie qui se revendique familiale, oui, c'est ça. et tout ça. Ça n'a vraiment pas été facile. On a, je pense, chez McLaren, beaucoup
trop misé sur Ricciardo. Mm. Et ça n'a clairement pas fonctionné. Après, le Ricciardo qui vient de chez Renault est encore bon à ce moment-là. On ne s'attend pas non plus à 2 saisons, Oui, catastrophique comme ça. à 2 saisons comme celle-ci. C'est-à-dire qu'elles sont tellement catastrophiques qu'on en est limite à oublier sa victoire à Monza, tu vois. Oui, tu vois. On en est là, quoi. C'est lui le dernier vainqueur McLaren. Donc, puis ça a mis aussi une ambiance pas non plus folle au sein de la team, parce qu'on se dit Norris a 0 concurrence, lui ça le saoulait en gros, c'est ce qu'il a déclaré là sur ce week-end en disant j'aurais peut-être avec Piastri enfin l'occasion d'avoir un coéquipier qui va me hisser vers le haut. Sous-entendu que Ricciardo c'était air et puis j'étais tout seul et puis j'avais pas de pression et puis c'était un limite chiant par moment quoi. Bah ouais, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple, totalement au niveau de la bonne ambiance. Mais moi, alors je vais peut-être. C'est pas pour taper sur McLaren encore une fois, parce que je n'en ai pas réellement l'envie, c'était pas mon objectif, mais c'est juste un ressenti par rapport à ça. Quand on voit. En fait, c'est. Quand on voit la situation de Daniel Ricciardo en 2022 et quand on voit la situation de McLaren en 2023, où on voit que ça ne sait réellement pas où ça va aller avec cette voiture, où ça va aller dans sa situation, ou comment ils vont développer la monoplace, finalement on comprend mieux la situation de Daniel Ricciardo, où la collaboration n'a pas fonctionné. Parce que ça a l'air d'être dans une situation tellement difficile, compliquée, aujourd'hui McLaren, où encore une fois je le répète, mais ça met des bouts de scotch sur une monoplace, réellement, ça met des bouts de scotch sur des freins. Le dernier jour des essais hivernaux, ça met des bouts de scotch sur des freins, sur des déflecteurs. Ça montre à quel point on a fait une monoplace qui est mal née. Et de toute façon, c'était annoncé de la part de McLaren que ça allait être compliqué cette saison. Quand tu regardes ça, tu te dis, le cas de Ricciardo, c'est pas étonnant. Que la collaboration, surtout quand une collaboration doit marcher avec de la confiance, et que tu regardes que Ricciardo marche à la confiance, c'est pas étonnant quand tu vois la situation. Merci beaucoup à Charlie, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour ton raid, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous avez bien aimé ce live. Est-ce que c'était sur l'Olympique Lyonnais, Charlie? Est-ce que c'était sur Lyon là? Ou est-ce que c'était sur du cyclisme? Dis-nous tout. Après, peu importe le niveau de la voiture, Ricciardo était pas au niveau du monde. Et c'est ici qu'on parle d'Alonso champion du monde. Entre autres, mais en tout cas, on peut monter notre Aston Martin parce que c'est le moment, vu à quel point ça va être fantastique cette année pour Aston. McLaren a perdu son homme fort qui était Ron Dennis, qu'ils ont tenté de se relever comme ils peuvent. Norris d'espoir, dernier espoir et longue descente aux enfers. J'irai pas jusque là non plus Furisson, mais en tout cas rien n'est. Il vient avec son train Aston, lui. Quoi, et alors? Moi je suis dans le train Aston Martin, moi j'y suis au train Aston, c'est le moment de rester, c'est le moment d'y rester. Baby Shoom, par rapport à Ricciardo, par rapport à ce que je viens de dire. Et après, par rapport à Ricciardo aussi, il faut relativiser. Évidemment que McLaren a eu des torts. Mais Ricciardo n'était plus lui-même aussi au sein de ces 2 années. C'est comment tu peux être capable de gagner une course et derrière te prendre un tour, derrière ne rien faire, au final ne rien montrer, ne pas montrer ton vrai potentiel. C'est-à-dire que oui, il y a eu une difficulté d'adaptation à cette McLaren où Norris s'est parfaitement senti à l'aise. Donc ce qui fait que ça a créé un écart de performance énorme qu'on a vu pendant 2 ans. Mais c'est aussi ce qu'on demandait à Ricciardo, de pouvoir s'adapter. C'est ce qu'on espérait aussi de Ricciardo, c'est de s'adapter à cette voiture pour qu'il puisse aussi apporter sa pierre à l'édifice, ce qu'il n'a pas su faire. Je pense qu'il y a pas eu d'effort de McLaren, et puis il y a eu peut-être comme il le disait, à peu près une sorte de burn-out aussi du côté de Ricciardo qui a fait que les deux ne pouvaient plus collaborer tout simplement. Il y a aussi ça, mais j'ai même nuancé un peu plus le propos que je viens de dire avant, mais c'est que quand tu vois la situation quand tu vois ce qui s'est passé avec Ricciardo l'an dernier en 2022 et quand tu vois McLaren, la situation où on en est en 2023, et qu'on sait que Ricciardo marche à la confiance par rapport à ses relations, par rapport à comment il doit performer, si on ne donne pas de la confiance à Ricciardo, il ne performera pas. Et c'est ce qui a traduit effectivement l'an dernier dans la collaboration qui s'est malheureusement mal terminée entre les deux, et surtout pour Ricciardo qui a eu un burn-out. Mais quand tu regardes McLaren maintenant, tu comprends qu'en fait l'esprit familial, l'esprit d'entraide et l'esprit de famille, justement pour permettre à l'équipe d'avancer, il est peut-être plus là en fait finalement. Il n'est peut-être plus là. Il est peut-être moins présent, et c'est pour ça justement que c'est traduit par une MCL 60 qui est, semble-t-il, être mal né et qui semble ne pas avoir de performance, ce qui traduit même justement cela par Lando Norris qui sort des essais hivernaux
en allant frapper dans un mur dans le motorhome McLaren au point de casser des éléments. C'est ça Oui, en fait bah, ce que ça peut traduire la situation aujourd'hui de chez McLaren. Et c'est pour ça que j'insiste réellement là-dessus. Oui, c'est inquiétant. Et quand tu regardes la collaboration Ricciardo-McLaren, tu n'es absolument pas étonné que ce soit terminé ainsi, malheureusement, dans cette collaboration qui avait tant d'espoir forcément à la base. Encore une fois, je le répète, hein, on ne devient pas ce qui est devenu Daniel Ricciardo de manière anodine. Hein. On ne perd pas son talent de cette manière-là d'un coup. Il y a toujours des explications par rapport à tout ça. Et l'une des explications, à mon sens, c'est ce manque de confiance et cet esprit de fameuse famille de chez McLaren qui peut-être petit à petit est en train de s'envoler, Baby Chum. oui, c'est un coup dur. C'est un coup dur et ça me fait un petit peu penser à ce que disait Furisson tout à l'heure. C'est que ouais, l'époque Ron Dennis, c'était une écurie, enfin, pas détestable, mais pas loin. C'est-à-dire que au moins il faisait peur. Ouais. McLaren faisait peur, en fait, et c'était ultra carré. On a voulu changer cette image, de dire que voilà, maintenant chez McLaren, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est le bienvenu. Ouais. Et qu'au final, on te fait limite coup bas sur coup bas. Sauf que comme dans toute famille, il peut y avoir des tensions. Et quand ces tensions elles sont visibles, ça donne ce genre de situations qui vont mettre du temps en tout cas à être réglées. À l'époque, on avait un problème avec Ron Dennis, t'inquiète pas, dans les 5 minutes c'était réglé, on n'en parlait plus. Hein. Ah oui. C'était très carré. Pas tant que ça, Furichon, quand même. Avec Ron Dennis, bon, il avait la main mise quand même. Hein. Fallait pas trop l'emmerder non plus. Hein. Ah, exemple, Alain Prost, Ayrton Senna, hein, on se faisait plus chier au bout d'un moment. Pas que ça, mais voilà, non, mais Ouais. c'est. Évidemment, c'était pas non plus. C'est pas. Et Comment c'est dire. exactement ce que dit Gatsu. Finalement, le cas Ricciardo révèle plus de choses sur ce qu'est McLaren, finalement. Oui. Oui. Ouais, il y a de ça aussi, ouais. Ça peut mettre un petit peu l'écurie. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. C'est les messes basses, en gros. C'est la partie obscure de la grande famille, en fait, qui ressort. C'est ça. Et on l'a vu, forcément, avec le cas Ricciardo, et puis le fait de comment aussi Piastri en est arrivé là, quoi. Ouais. Ça te montre aussi que, on. Peut-être pas forcément une famille si unique que ça, finalement. Oui, c'est ça. C'est que. Mais exactement ça. C'est que finalement, quand tu. C'est ça, en fait. C'est que. Le. Ricciardo chez McLaren, ce que ça traduit, c'est que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui du côté de chez McLaren en 2023, quand tu vois les réactions de Lando Norris, la frustration de Lando Norris, la manière dont Zak Brown gère les choses, finalement, peut-être que McLaren n'est pas cette fameuse famille si unie que ça. Cette famille si belle que ça. Où finalement, il se passe des choses en interne qui sont pas si belles que ça. Et c'est ce que ça peut traduire, tout simplement, ce qui se passe aujourd'hui du côté de chez McLaren, pour toutes ces raisons-là. Et que du coup, forcément, on comprend bien pourquoi la situation, la collaboration entre Daniel Ricciardo et McLaren se soit mal terminée malheureusement l'an dernier, notamment avec un burn-out de Daniel Ricciardo, où semblerait-il on lui ait fait aussi des coups dans le dos, et d'ailleurs c'est vérifié des coups dans le dos qui ont été faits, puisque le contrat de Piastri a été signé, alors que Ricciardo, on lui avait dit justement, t'inquiète pas, tu vas rester chez nous. Bizarre. Donc, voilà, ça traduit certaines choses aujourd'hui du côté de chez McLaren, ce qui se passe. Tu me diras, oui. Mais c'est comme toute famille. C'est comme toute famille. C'est comme toute famille un peu au final, tu vois. C'est la vie, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Mais ouais, cette façon de faire, en interne, en fait, ça peut créer des discords. Ouais. Et ces discords-là en interne peuvent aussi te créer des égards au niveau du développement de la voiture. En fait, ça peut être un cercle vicieux au final. Pandamac, si tu veux, c'est pas forcément du vent, parce qu'en fait, une ambiance globale aussi peut se traduire sur la piste. Au final, si tout le monde n'est pas dans le même sens, que tu vas avoir des divergences, que tu vas avoir des messes basses à droite à gauche. C'est très dur, il n'y a plus de sérénité en fait. Voilà, tu te remets constamment en question. Et au final, tu es plus focus sur l'objectif même qui est de performer, de développer au mieux possible ta voiture. Et donc du coup, tu es moins fiable, tu fais des erreurs, et voilà, c'est un cercle vicieux constamment. Ouais. L'ambiance aussi fait partie intégrante d'une bonne performance d'écurie, c'est normal. Ouais, peut-être que l'ère Zak Brown commence à toucher à sa fin et qu'il faudra peut-être du changement, peut-être encore une fois. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a parlé de la voiture, bien sûr, qui semble être mal née, qui semble être dans une grande difficulté.
Parlons un peu plus réellement de Lando Norris. On parlait aussi beaucoup d'Andreas Seidl. On a bien compris qu'Andreas Seidl, le fait qu'il parte, ce soit un énorme coup d'arrêt parce que c'était la pièce maîtresse. Aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre à la tête de McLaren. C'est Andrea Stella. Andrea Stella qui était en dessous d'Andreas Seidl juste avant. Qu'Andreas Seidl parte du côté de chez Audi. Andreas Stella à la tête de McLaren. Il y a moins cet esprit plus ouvert qu'Andreas Seidl, on va pas se le cacher. Bah, il y a moins cet esprit-là, et puis c'est surtout que il a été mis là parce qu'on avait personne d'autre en fait. Oui, je pense aussi. On voulait vite placer quelqu'un à ce poste-là, donc on s'est dit bah on va prendre Stella et puis on va le mettre là, malgré les déclarations à côté qui disaient oui, on l'a formé pour ça, c'est l'homme de la situation, c'est celui qu'il faut. C'est trop tôt pour le dire encore, évidemment, il vient d'arriver. On verra comment que ça se passera au fur et à mesure de la saison et les années à venir à ce poste-là. Mais oui, il fallait vite quelqu'un. On a mis Stella parce que forcément, il est là depuis un petit moment. Donc, ouais. bah, on le met là pour ça. Maintenant, ça va peut-être aussi être un changement de mentalité parce que forcément, c'est deux personnes différentes aussi. Hein. Évidemment, j'ai l'impression que quand je vois Stella, quelqu'un d'assez réservé. Ouais. Si, donc est-ce qu'il va pouvoir avoir la parole dure et la parole ferme quand il le faut? On verra, tout simplement. En tout cas, je pense que c'est ce que McLaren a besoin, c'est de l'ordre. De l'ordre, peut-être aussi de la oui, et puis tu gardes aussi, le positif, c'est que tu mettais Stella en team principal, tu avais de la stabilité aussi. Tu gardais de la stabilité par rapport à un homme qui était déjà là et qui avait besoin d'avoir la même vision. Mais est-ce que ça sera l'homme qui peut garder cette vision? Ça, c'est une autre question forcément par rapport à ça. Mais c'est aussi surtout que moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment en fait McLaren a pu produire cette MCL 60 en fait. Ah bah, moi, c'est ça la grande question que je me pose. On pourra pas y répondre aujourd'hui, forcément. Mais pourquoi, en fait, comment McLaren a pu produire cette voiture-là? Une voiture qui semble être d'ailleurs beaucoup plus difficile que celle de l'an dernier. Quand on voit Lando Norris, la frustration qu'il a, je suis désolé, mais bon. Il y a la frustration. Comment ils ont pu effectuer un énorme glowdown, hein, effectivement, comme le dit Hicham. Moi, c'est la grosse question que je me pose quand même. Hein. Ça, j'ai pas encore non plus de réponse. Les finances sont compliquées. Ok. Maintenant, t'as un plafond budgétaire comme tout le monde. Je crois que d'ailleurs qu'ils utilisent la soufflerie de Toyota, hein, d'ailleurs, il me semble que. En plus, d'ailleurs. Peut-être. Ouais. En attendant que ça soit fini, mais bon. Ouais. Et. Ouais, j'ai pas de réponse concrète en fait à donner à ça. C'est un retour en arrière, encore une fois, qui n'est pas explicable. En tout cas, au niveau standing de. Oui, et comme le dit Jérém, ils ont réussi à se relever après le début 2022, c'est un fait, grâce à Lando Norris en figure de proue, pour se remettre dans le caca en 2023, début 2023. Comment tu peux en fait? C'est ça en fait. Et les essais pour McLaren, là, ça prouve justement ça, c'est qu'ils se sont remis dedans par rapport à tout ça. Bah, on dirait une certaine écurie, tu sais, qui n'apprend pas de ses erreurs, tu vois, et qui recommence, marrant, tu vois. Elle est rouge cette écurie, non? C'est marrant ça. Ouais, je crois. Elle est rouge cette écurie. Marrant, c'est les adversaires de McLaren il y a un certain moment, quoi. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Mais non, mais c'est ça, en fait, on reproduit les mêmes erreurs, parce que là, c'est les mêmes problèmes quasiment, en fait. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Ces problèmes-là auraient dû être corrigés depuis bien longtemps. Ouais. Le début de saison dernière était. Enfin, la première course à Bahreïn, putain, on s'en rappelle. Ah oui, ça c'est. Ouais. À l'agonie comme pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. C'est quoi ce bordel? Et bah là, t'as un petit peu ce sentiment-là aussi à une semaine de Bahreïn où on se dit, bah. Est-ce qu'ils vont passer Q1 quoi? Oui, c'est vrai. On a se poser la question, c'est est-ce qu'ils vont passer Q1 quoi? Ouais. Réellement dans cette situation-là, bah tu te dis la réponse elle est plus non. non, ça va être short. Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'il y en a un dans le chat, je vais retrouver son très amateur comme situation, c'est Formuléo qui dit ça comme propos, et je trouve que ça résume peut-être un peu bien la situation finalement, Baby Show. Il y a un peu. En fait, c'est ça, c'est que je peux peut-être me répéter encore une fois, mais je veux vraiment expliquer mon point de vue là-dessus, c'est que. En fait, c'est que McLaren, réellement, durant les essais hivernaux, ne serait-ce que dans le dernier jour, t'as l'impression qu'ils passent pour des amateurs. T'as l'impression qu'ils passent pour des amateurs parce que tu as encore des problèmes de frein. Bon, certes, tu peux avoir des problèmes de frein, encore une fois, bien sûr.
mais tu as encore des mêmes problèmes de frein que tu avais lors des essais hivernaux de 2022. Tu as encore des problèmes que tu avais l'an dernier. Tu crées une monoplace qui semble être encore plus difficile à piloter et encore moins performante que la monoplace de l'an dernier. Tu mets du scotch sur ta voiture lors du dernier jour des essais hivernaux, sur les freins et sur les déflecteurs. Tu as des problèmes intempestifs. Et de ce fait-là, comment ne pas comprendre Lando Norris quand il pète son crâne et surtout quand, littéralement, il vient péter un mur du motorhome McLaren tellement il est énervé et frustré. C'est ça en fait. Et là aujourd'hui, McLaren passe pour des amateurs et surtout passe pour une écurie qui n'est pas McLaren. Une écurie qui n'est absolument pas McLaren. Il passe pour une écurie qui est du fond de peloton. Pas McLaren. Comme le disait Frisson en fait. Hmm. Et tu me dis que c'est la HRT qui fait ça, c'est pas étonnant. Oui. C'est ça. C'est surtout ça en fait. Tu me dis que c'est une écurie qui a zéro moyen, qui galère énormément en F1 et qui du coup commet des erreurs, d'accord. Mais là, comme tu dis en fait, pondre une voiture avec les mêmes défauts que l'année dernière, mais encore plus mauvaise que l'année dernière, Oui, oui, c'est ça. c'est une bonne presse. Ah ouais, c'est pour ça. C'est une bonne presse. Et c'est surtout que le retour, en fait, il faut à mon avis, pour moi, je vais leur laisser peut-être aller jusqu'en Espagne, je suis gentil. Hein. Jusqu'en Espagne pour redresser la barre. Si c'est pas le cas, ça va être une procession cette saison pour les fans de McLaren et pour McLaren et pour Lando Norris. Ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer cette saison si c'est pas le cas. Ah là, ça peut être très très mal effectivement par rapport à cette saison. Et on revient justement à Lando Norris. Lando Norris peu serein, on y a répondu. Maintenant, je pose cette question littéralement par rapport à Lando Norris. Parce qu'on va parler aussi après d'Oscar Piastri. Lando Norris, est-ce qu'il va perdre patience? Est-ce qu'il ne peut ne pas perdre patience? Tu me diras, aujourd'hui, il a commencé à perdre peut-être un peu patience. Mais il a un contrat jusqu'en 2026, Lando Norris. On a compris que la nouvelle soufflerie devait arriver en 2025. Je pense qu'elle sera réellement fonctionnelle pour la voiture de 2026. Ok. Mais est-ce qu'à un moment, Lando Norris là va pas perdre patience et va se dire, bon, au bout d'un moment, c'est bon. C'est bon, là, je peux plus. Pour ma carrière personnelle, pour mes intérêts, même si Dieu sait que j'aime McLaren, mais je peux pas rester avec eux. Mais il a déjà perdu patience. Ah ouais? Il a déjà perdu patience. Hmm. Clairement, c'est que... Voilà aussi, c'est qui prendrait Norris dans ce cas de départ. Tu parlais hier Norris, oui. d'Aston, mais là on est encore sur des plans sur la comète, c'est trop tôt pour en parler, mais bien sûr que Norris a perdu patience. Il est là depuis 2018, il fait partie du même train que Leclerc, Russell, Albon, qui eux ont eu leur chance dans des top teams, donc dans le top team capable de jouer des victoires sur toute une saison. Norris, non. On va me dire, ouais, mais on lui a pas laissé la victoire à Monza. Non, il fallait qu'il aille la chercher à Monza. Oui. Ouais. Clairement, fallait qu'il aille la chercher. Il l'a pas fait. Il avait son opportunité en or en Russie. Il l'a pas fait. Donc en fait, il a des occasions manquées aussi qui doivent lui trotter dans la tête à se dire, putain, je vois tous mes collègues, là, tous mes potes avec qui j'ai grandi, qui sont quasiment, voilà, qui sont champions du monde, qui luttent pour le championnat du monde, qui se battent devant. Et puis bah, moi, je fais quelques podiums, j'ai toujours pas de victoire à mon actif. En plus, sur ce début de saison-là, ma voiture elle est moins performante que l'année dernière. Je régresse. Oui, tu fais évidemment que tu perds patience, c'est logique. Là-dessus, on peut clairement pas lui en vouloir. Alors t'imagines cette saison, un Lando Norris en perte de patience et le comportement, enfin en tout cas son attitude qu'il a, moi je suis pas fan de Norris, voilà son attitude en fait qu'il dégage. Ça, plus un manque de patience, plus de l'énervement sur une saison, il peut faire des ravages. Hein. Ouais. Il peut faire des ravages cette saison chez McLaren s'il n'y a rien qui est remis sur pied d'ici là. Ouais. Il y a PC Team dans le chat qui dit pour moi McLaren gâche le talent de Norris. Est-ce que tu es d'accord? Là on arrive à une situation où je vais tendance à dire oui, personnellement. En fait, oui, ça peut aller dans ce sens-là en fait, où quand McLaren commençait à aller bien mieux, on a commencé à avoir la stagnation. Et ensuite, on a eu le début de la régression. Ouais. Donc, c'est sûr que c'était un petit peu à l'image d'un Gasly chez AlphaTauri, tu vois, où bah, la voiture était comme elle l'était, mais Gasly arrivait à la sublimer quand il le fallait.
Norris c'était un petit peu ça aussi avec McLaren jusque-là, où il y a certaines courses où il arrivait à faire sublimer cette McLaren, comme la saison dernière au final, où il se bat à 2v1 pendant très longtemps avec Alpine. Donc il arrive aussi à faire performer au mieux cette McLaren pour aller chercher des gros points, pour lutter jusqu'au bout. Donc oui, tant que McLaren n'aura pas fait un bond de zinzin, il sera un petit peu limité par les performances de l'écurie, c'est sûr. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je te rejoins là-dessus sur la perte de patience. La situation qui se traduit aujourd'hui, c'est que Lando Norris, si la situation reste comme ça pour McLaren, va très certainement perdre patience. Et on voit aujourd'hui qu'il perd patience. Parce que Lando Norris, là, après les terribles essais hivernaux qu'on subit et qu'il a subi avec McLaren, montre qu'il a commencé à perdre patience, puisqu'il a, littéralement, il est rentré dans le garage McLaren et il a pété un mur. Pété un mur. Si ça, c'est pas un signe de frustration, si ça, c'est pas un signe où tu commences à perdre patience, qu'est-ce que c'est? C'est une énorme frustration parce que Lando Norris a un talent qui est incroyable. C'est l'un des meilleurs talents qu'on puisse aujourd'hui avoir en Formule 1. Mais le temps tourne. Le temps tourne. Et surtout que le temps fait qu'aujourd'hui il est chez McLaren. Mais McLaren est quand même l'une des structures les plus importantes en Formule 1. L'une des écuries avec l'une des plus belles histoires en Formule 1. On est dans le 60e anniversaire de McLaren aujourd'hui. La MCL 60 d'ailleurs se nomme comme ça. Pour cette raison-là. Et McLaren a pondu cette voiture. Comment tu peux ne pas être frustré? Et personnellement, j'ai mal au cœur pour Lando Norris parce que j'ai presque le sentiment que McLaren gâche le talent de Lando Norris. Gâche le talent de Lando Norris. Et il doit certainement commencer à se dire pourquoi j'ai signé un contrat jusqu'en 2026? Est-ce que ça n'aurait pas été finalement une erreur jusqu'en 2026 d'avoir signé un contrat avec eux? Parce que ça m'empêche de peut-être d'aller voir ailleurs. Parce que la situation de McLaren semble être bloquée. Bloquée. Surtout que, comme tu le dis effectivement, Alka dans le chat, tu le dis très très bien. Mais la Formule 1, elle a une mémoire courte. Si vous ne gagnez pas ou vous ne performez pas pendant un certain temps, on vous oublie. Et j'ai peur que pour Lando Norris, justement, que le temps tourne peut-être un peu trop en sa défaveur quand tu vois la situation de McLaren aujourd'hui. Baby Chum. Bah, le truc en fait, c'est que à l'heure actuelle sur Norris, c'est qu'on sait en fait qu'il est capable de gagner des courses. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il sera capable de gagner des courses. Tu le sais, tu vois. Le faire, en fait. C'est que on le sait, c'est indéniable. Voilà, comme Russell, comme Leclerc, comme Verstappen. Peut-être à l'avenir comme Albon. Tu vois, c'est cette génération qui est capable de gagner des courses. Le truc, c'est qu'il n'en a pas gagné. Et donc, du coup, forcément, si McLaren reste dans une situation comme ça, sans réaction, et bah, on va limite oublier au bout d'un moment que Norris serait capable de gagner des courses. Ouais. Et ça serait dommageable pour lui. Après, tu parlais justement, comment ça se fait avec les 60 ans de McLaren, on est capable de prendre un truc pareil. Oh, t'inquiète pas que la F60 c'était quand même une sacrée bouse aussi. Ah oui, bien sûr. Tu sais, tout ce qu'il y a 60, hein, c'est compliqué. Ouais. Hein, globalement, pour ceux qui se rappellent de 2009. Voilà. Donc, non, c'est évidemment que c'est une situation. Franchement, je le plains en fait. Moi je le plains, moi je suis très honnête, moi je le plains totalement. Voilà, c'est tout. Après, c'est les choix de carrière, c'est comme ça, c'est la Formule 1, c'est le sport, c'est ainsi. Mais bon, voilà, il faut vite qu'il trouve une équipe compétitive pour ne pas avoir à l'oublier. Norris est en train de perdre son talent avec McLaren. Je le pense aussi, Hicham. Je le pense très sincèrement aussi. Il suffit qu'un talent arrive et Norris peut vite être éclipsé. Et oui, Alka, c'est un petit peu ça aussi. C'est le monde, c'est le sport de haut niveau et c'est comme ça aussi, bien sûr. Et c'est pour ça que là, le temps tourne et le temps tourne en la défaveur, à mon sens, de Lando Norris par rapport à son contrat, par rapport au fait que là, aujourd'hui, bah, il a de quoi ne pas être serein par rapport à son avenir. Le seul point positif, c'est que Piastri aura pas de pression pour ses résultats cette année. On va en parler d'Oscar Piastri parce que c'est exactement là où je veux revenir, là où on parle Titi Blen, c'est que de l'autre côté, tu as Oscar Piastri. Piastri, on va commencer par rapport à cette pression-là. Justement, ne serait-ce que d'être rookie en Formule 1. Piastri arrive. Lui, peu importe où est McLaren finalement, pas dire qu'il s'en fiche un petit peu, mais lui, il doit juste faire une bonne première saison. Oui. Clairement, il doit... en fait, il doit confirmer les attentes qu'on a sur lui. C'est-à-dire ne pas faire d'erreur, ne pas faire de crash. Être, si t'es pas devant Lando à certains moments, le suivre de près. Faire le boulot pour apprendre le plus vite possible.
Maintenant, il avait aussi une opportunité en or de le faire dans l'écurie qui sera potentiellement la meilleure des autres en 2023. Ouais. Bon, il a choisi d'aller chez McLaren qui risque d'être dans le midfield pour le coup, mais midfield de bas. La première chose qui te vient en tête quand tu vois ça, c'est que tu as envie de lui dire chais. Non. Tu vois, c'est vraiment, hein, quand tu vois tout ce qui s'est passé Ah, cet vraiment. été, quand tu vois la position d'Alpine et la position de McLaren. Je te rejoins. En fait, j'irais pas jusqu'à dire chais, mais par tôt, contre, évidemment, mais... en vrai, je te rejoins sur un truc. Je t'amuse. Oui, c'est que je te rejoins sur ça. C'est que là, quand même, vous vous rendez compte quand même la situation. C'est que là, quand même, j'avoue un peu chais, il a raison. le chat qui dit karma. Mais je vais pas aller jusqu'à dire ça. Mais bon, juste quand même, haïr chais in my oreillette, ça c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, rendez-vous compte de la situation. C'est que là, quand même, Oscar Piastri, il a signé chez McLaren en ayant fait un coup dans le dos à Alpine. Et que là, maintenant, tu vois où est McLaren après les essais hivernaux, où tu vois que la situation elle est catastrophique, ou que ça va mettre bien loin derrière dans le midfield, et que tu vois qu'Alpine, là, tout va bien pour eux, tout va bien. Là, on est en train de faire un bon taf, on fait notre taf, tout va bien, on est de manière sereine. Et qu'Oscar Piastri, il a refusé Alpine pour aller chez McLaren. Mais t'es chez Alpine, t'as envie de te dire karma! Karma! Karma, Oscar! Karma! Voilà, mais vraiment, je suis désolé. Il y a ça qui en ressort. On va attendre de voir le début de la saison, mais quand tu vois la situation actuelle lors des essais hivernaux, il y a un coup du sort, il y a un coup du sort qui est quand même magnifique. Hein. Il y a un retournement de situation, et là, Oscar Piastri doit pas être très très serein quand il va à la situation de McLaren, très clairement. Hein. Voilà, évidemment. Je dis chien en déconnant, mais. Mais il n'y a pas de chien en déconnant, hein, on va pas se le caser. Hein. Il n'y a pas le chien en déconnant, vas-y, faire foutre. Hein. Vraiment, moi. Non, c'est au soir, évidemment, de 2-3 jours d'essai, ou quoi. Voilà, forcément, tu vois ce qui s'est passé à droite à gauche. Ça fait forcément sourire, en fait. Je pense qu'on a été beaucoup à y penser, à voir forcément. Oscar Piastri qui se fait prendre un tour par Esteban Ocon et par Pierre Gasly. Alors là, sachez que moi, ça, je signe direct. Hein. Alors ça, et en plus, on sait très bien quand ça va se passer. Quand ça va se passer, il y aura une caméra qui sera braquée sur Otmar Safnauer et Otmar il va regarder la caméra et faire. Alors, ça va vous? Vraiment. Ah ouais, non, ça va pas mal parler, hein. Évidemment. Voilà. Après, c'est une situation aussi qui est pas, on va dire, qui est pas si mal que ça. Alors, tu vois, c'est pour Oscar Piastri. Oui. Parce qu'en fait, on en attend tellement de lui. Aussi. On attend tellement qu'il soit bon, qu'il bouffe tout, qu'il casse tout, limite, qu'il fracasse Norris. Que si la voiture, elle est claquée, pour une McLaren évidemment, bah il aura au moins cette excuse-là. De se dire que la voiture était pas bonne. Donc du coup, j'ai pas pu montrer mon réel potentiel, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. C'est un peu ce qui pourrait potentiellement l'aider. Après, s'il y a du mieux dans cette saison-là, ouais, il va clairement falloir répondre présent. Et que le micmac là qu'il y a eu, le bordel qu'il y a eu là l'été dernier, bah qu'il n'a pas été fait pour rien. Et que ta place que tu as en F1 aujourd'hui, bah tu vas nous montrer en fait que le talent que tu as eu en jeune, tu l'as aussi en F1 et que tu es capable de faire de bonnes choses et de faire progresser une écurie. En tout cas à ta manière. C'est ça qu'on va attendre d'Oscar Piastri. Mais il y a surtout aussi un truc assez intéressant, c'est que tu parlais effectivement très bien de ça. Je vais rajouter juste un truc, c'est que, à mon sens, tu parlais pas beaucoup de pression. Moi, je pense qu'il aura beaucoup de pression. Enfin, tu parlais de pression, mais à mon sens, je pense qu'il aura beaucoup de pression. Et vraiment, en fait, la pression que va avoir Oscar Piastri en 2023, à mon sens, va être énorme sur ses épaules. À voir comment il va la gérer, mais c'est juste que quand tu vois tout ce qui s'est passé en 2022, toute l'histoire, tous les dramas qui ont été intéressants à regarder finalement de l'extérieur, mais quand tu vois tout ce qui s'est passé, le bail avec Alpine, le refus d'Alpine, le refus d'aller chez Williams aussi pour finalement faire un coup dans le dos d'une certaine manière à Alpine pour signer du côté de chez McLaren, manquer de confiance à Alpine pour aller du côté de chez McLaren. Helmut Marko le disait très bien, au vu de tout le drama qui s'est passé, forcément qu'Oscar Piastri sera jugé beaucoup plus durement pour ses débuts en Formule 1. Donc, et en fait quand tu vois aussi que tout le paddock a donné son avis, même Toto Wolff a dit aussi que le karma se chargera d'Oscar Piastri. C'est ce qu'a dit Toto Wolff. Quand tu as toutes ces déclarations de personnes très influentes du paddock qui n'ont même aucun lien avec l'histoire de ce qui s'est passé entre Oscar Piastri, McLaren et Alpine. Pour toutes ces raisons-là, bah t'as le sentiment, et tu penses naïvement forcément,
qu'Oscar Piastri aura une immense pression sur ses épaules pour ses débuts en Formule 1. Lui qui sera jugé beaucoup plus durement, vous me direz peut-être à juste titre ou non, beaucoup plus durement pour ses débuts en Formule 1 en tant que rookie avec McLaren, ou là où surtout McLaren est aussi dans une situation très compliquée au niveau de la performance avec ses MCL60. Là, voilà où je veux en venir. Après, aussi, tout dépend de son approche de cette saison-là. Parce qu'il peut aussi, il a eu un effet de bombe cet été, il peut aussi avoir un effet de bombe chez McLaren cette saison. Tout dépend de son approche. Est-ce qu'il veut apprendre durant cette première saison la F1, ou alors est-ce qu'il veut froisser littéralement tout ce qui va passer devant lui, et en premier Norris. Parce que si t'es plus performant que Norris dès le début, connaissant Lando, tu le retrouves en hôpital psychiatrique au bout de 3 grands prix. À mon avis, le mental il est cassé, t'es terminé pour Norris, tu vois. Et là tu mets encore plus de remous en interne, tu vois. Donc tout dépendra de son approche. En vrai, dans l'écurie, vaut mieux pas trop qu'il fasse de vagues. Oui, c'est ça. J'ai envie de te dire. Il en a déjà fait assez. Voilà, en fait, il est sûr de son talent, c'est bien. C'est bien, c'est un talent, oui, on est tous d'accord là-dessus. Bah oui, c'est un talent brut. Il y en a beaucoup qui disent, et c'est pour ça que je rejoins aussi McLaren sur un aspect aussi très intéressant, c'est que Oscar Piastri est un diamant brut, littéralement. En termes de talent, en termes de performance, qu'il a pu produire en la formule de promotion, en remportant notamment successivement haut la main la F3 et la F2, c'est énorme, c'est juste fantastique. Quand tu es McLaren et que tu as ce joyau à disposition, évidemment que tu te jettes dessus et que tu fais tout pour l'avoir. Sauf qu'il y a eu tous ces dramas. Il y a eu tout ce qui s'est passé. Et que forcément il sera jugé beaucoup plus durement. Mais c'est un fait qu'aujourd'hui Oscar Piastri est un talent de la monoplace. Aujourd'hui. Bah c'est ça. En fait, oui, on l'attend évidemment, voilà, comme c'est dit par Pierrick, tu vois, on le vend un petit peu, ouais, comme le nouveau Verstappen, le nouveau Leclerc, tu vois, ce genre de truc, parce qu'en fait, il est arrivé en cassant la porte en deux et en disant, bah moi je dois être en F1 en fait, et si je dois faire des crasses, en fait, je vais faire des crasses. Donc sûr de lui, voire même un petit peu boulard, tu vois, à l'image qu'un Verstappen peut laisser transparaître, mais Verstappen avait prouvé déjà quelque chose quand il est arrivé en 2015. Il n'est pas arrivé en 2015 en cassant la porte. C'est voilà, Red Bull qui l'a mis là, très jeune. Et c'est après, ensuite, qu'il a montré qu'il était sûr de lui. Donc il nous a montré de quoi il était capable. Là, Oscar arrive en cassant une porte. Mais qu'est-ce que t'as fait en F1 Qu'est-ce que t'as fait Comment tu peux agir de la sorte en n'ayant rien fait? Donc évidemment que tu vas te faire juger, mais ultra sévère. C'est-à-dire que ta moindre erreur, ton moindre tête à queue, ton moindre crash, ta moindre déclaration de travers, bah en fait tout sera décuplé au début. Clairement, tout sera décuplé au début. Et cette gestion-là, bah, elle va être très importante pour Oscar Piastri. Il est jeune, on est maintenant dans une génération où tu dois tanker quand même très jeune. Oui, malheureusement cette génération-là en fait où tu dois performer tout de suite en arrivant quoi. On te laisse pas trop le temps. De toute façon, comme on le dit aussi, hein, la F1 ça va très vite. Donc du coup les critiques aussi peuvent fuser très vite. On peut t'aduler la veille et puis te critiquer à fond le lendemain. Donc, il est jeune, il est avec un jeune coéquipier. Attention. Ouais, c'est vrai. Il a intérêt. C'est juste attention en fait. Il y a beaucoup de lumière. On a eu le cas Ricardo qui était en burn-out. Et ben là, on va avoir l'inverse. On peut avoir aussi un pilote qui peut créer énormément de remous dans cette écurie-là. C'est-à-dire que Norris voulait un coéquipier capable de le faire hausser son niveau et de le maintenir éveillé une saison. Je pense qu'il est là, ton coéquipier que tu attendais. C'est vrai, Enigma le dit, il a intérêt à faire de bons résultats pour faire taire ses détracteurs ou en prendre encore plus en faisant des mauvaises performances. Attends de voir quand même, nous dit Lucas aussi, il faut pas être dans l'abus, dans la confiance en soi, il est pas Verstappen. Alors pour le coup, c'est quelqu'un qui avait beaucoup confiance en soi, notamment par l'entourage qui le fait penser ainsi, notamment Mark Webber qui n'est pas le premier pour faire en sorte de glorifier sa propre personne. Et que, encore une fois, Oscar Piastri a un entourage qui fait ça aussi. Et moi, la question aussi que je me pose, c'est que est-ce qu'on est sur un duo parfait pour l'avenir de McLaren, Lando Norris, Oscar Piastri, ne serait-ce que pour 2023? Le chat aussi, je pose cette question, bien sûr. Duo parfait, à mon sens, non.
Maintenant, c'est la politique McLaren, en tout cas, c'est la politique de Zak Brown. Ouais. Zak Brown, lui, il adore mettre les jeunes en avant. Mm. Tout ce qui est jeune talent, que ce soit en IndyCar ou autre, bah, il adore les faire monter dès qu'il peut. Mm. Et donc c'est pour ça que quand il a vu Ricciardo en déclin, il s'est dit que bah oui, il y avait une opportunité avec un jeune Oscar Piastri et qu'il fallait la saisir, quitte à avoir un line-up très très jeune. Au final, malgré que Norris Stratton il a de l'expérience en F1, mais ça reste quand même un line-up très jeune. Mm. Donc aussi, qui peut avoir on va dire des coups de son non maîtrisés dus à une inexpérience aussi. Ouais. Évidemment, un duo de pilotes jeunes, ça peut aussi avoir des étincelles qui peuvent faire des dégâts. Alors que si tu as un jeune et quelqu'un de plus expérimenté à côté, de plus sage, ça peut déjà calmer un petit peu l'ambiance de groupe. Donc, line-up parfait pour McLaren pour 2023. J'attends de voir, mais je suis pas encore persuadé que ce soit le cas. Ouais, j'avoue que j'ai du mal à me faire à l'idée par rapport à ce duo-là. Je ne sais pas si c'est le duo parfait, mais en tout cas, c'est un duo avec lequel il va falloir faire avec. Bah oui, en fait, je sais pas. ça. Moi, j'avoue que le duo Piastri-Norris, je suis pas en mode. C'est pas un duo qui me hype. Je sais que c'est deux pilotes de grand talent, mais est-ce qu'ils vont réussir à collaborer? Ça, je ne sais pas. C'est aussi ça. Je ne sais pas quoi en penser, mais bon, je pense qu'il aurait fallu un pilote d'expérience comme Leclerc avec Vettel, nous dit Lucas. Je pense aussi. Je ne pense pas qu'il y aurait une bonne entente, mais en tout cas, il y a beaucoup de talent, ça c'est sûr et certain. Sur Alex, la forme, tu penses quoi de ce duo? Je veux dire, en termes de relation, ça peut matcher ou ils vont se faire la guerre ouvertement? Bah, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que. En fait, Oscar Piastri n'est pas quelqu'un de très ouvert. Déjà, il faut le savoir. Oscar Piastri n'est pas quelqu'un de très ouvert médiatiquement parlant. Je l'ai vu l'an dernier lors du reveal Alpine de la 522. Je ne cache pas qu'Oscar Piastri il faisait la gueule. Il faisait bien la gueule, il souriait pas trop et on a l'impression que ça allait le gêner d'être là. Donc c'est pas quelqu'un qui est extrêmement ouvert, Oscar Piastri. Contrairement à Lando Norris qui est très extraverti, si on peut dire ça ainsi. Mais en même temps, Lando Norris là a l'air un peu trop extraverti, mais au point de péter les murs. Donc il y a tout ça aussi. Donc je suis pas hyper optimiste par rapport à ce duo de line-up pour une bonne entente. Par contre, il y a il y a du talent fantastique entre les deux. Bon, il est l'heure maintenant. Bon, bah il est l'heure de faire les pronostics, hein, mesdames et messieurs dans le chat. Hein. À quelle place va terminer McLaren à l'issue de cette saison 2023 de Formule 1? À quelle place terminera les MCL, à quelle place termineront les MCL 60 de McLaren? Constructeur, Baby Shoom. Bah, au final, on a été extrêmement critique, extrêmement sévère en tout cas avec McLaren à l'approche de cette saison. Je vais les mettre P6. Pareil. Moi, je mets certains vont dire que bah, c'est peut-être un peu trop haut vu ce qu'on a pu dire durant ce live. Mais P6, en fait, au vu de la saison dernière, ce sera quand même une sacrée régression. Ouais. Vraiment, globalement, pour cette écurie. Donc, c'est pour ça que, franchement, ouais, P6, c'est compliqué, quoi. Ouais. Vraiment. Il y a P6, P6 ou P7, P5, P6. Je ne vois pas P5 parce qu'il ne faut pas oublier Aston Martin. Hein. Aston Martin, ça finit P4 ou P5. Hein. Oh, P5, oui. Oui, P4 ou P5 Aston Martin. Hein. Ils sont bons en développement, ils vont savoir rattraper le début de saison. Au vu de la situation de l'écurie, le développement, c'est pas un terme qui peut coller à McLaren. P6, moi je pense pas que ce sera plus bas que ça. J'ai du mal à imaginer que ce soit plus bas que ça. En tout cas, si c'est plus bas que ça, là, il va falloir réellement se reposer encore plus de questions sur le projet McLaren et sur la place de Zak Brown dans cette écurie très clairement. P5, P6, tout est dessus. P6 à la bataille avec Alfa Romeo. À voir en tout cas. P4, P5, P4 Alpine, P5 Aston Martin, P6 McLaren. Je vois pas McLaren, je vois McLaren P7 derrière Alpha. Me dit Loud, à voir. Effectivement, bien développer une voiture mal née, ça n'est pas une mince affaire. Comme tu nous le dis, effectivement, Pormovitch, je te rejoins totalement sur cette idée-là. Effectivement, allez développer une voiture qui est mal née, bonne chance à vous. Ça dépend de la fiabilité aussi. Oui, en plus, la fiabilité n'est pas au rendez-vous. En plus, c'est ça le problème, c'est qu'on est dans un cercle vicieux du côté de chez McLaren. Faut pas oublier, la voiture est mal née, mais tu veux pas la faire évoluer parce qu'il y a des problèmes de fiabilité, parce que justement, elle peut pas rouler par les problèmes de fiabilité. Donc si tu ne roules pas, tu peux pas comprendre ta monoplace. Voilà, le cercle vicieux. Et c'était exactement ce qu'avait dit Frédéric Vasseur. Il ne voulait pas revivre ce qu'avait vécu McLaren en 2022, lors des essais hivernaux. Oui, c'est normal. Ouais. Après, là, si je prends on va dire, ce que Forza Juve pense, si McLaren fait P10 cette saison,
Non, non, Oh, non, tu. faut pas, Imagine, pas imaginer l'horreur. ça. L'horreur. Oui, mais ça va pas, on va pas imaginer ça en tout cas. Mais en tout cas, on verra en tout cas comment ça se passera du côté de chez McLaren pour cette 2023 de Formule 1. Mais ce qui est sûr, c'est que, bah oui, on part pas optimiste pour McLaren pour cette saison 2023 avec Lando Norris et Oscar Piastri. Mais peut-être ils vont nous étonner. Mais à l'heure actuelle, au vu de ce que l'on ressent et au vu de ce que l'on voit et au vu des informations qui en ressortent, il y a beaucoup de frustration. Et oui, McLaren, il y a une grosse inquiétude pour cette saison 2023 de Formule 1.